Alors, bonjour aujourd'hui pour un autre podcast. Alors, bienvenue à tous pour le projet Demain Lab. Demain Lab, c'est vraiment comment on peut réfléchir aujourd'hui pour voir comment on peut agir pour pouvoir construire un demain qu'on veut à notre image. Et j'ai un immense honneur, vraiment un honneur. Angelo Suarez est avec nous pour pouvoir échanger. Angelo, merci d'être là. Angelo, on a plusieurs années de connexion, d'échange, et ça me fait vraiment un très grand plaisir de moi t'interroger et de te recevoir et de surtout t'écouter sur tout ce que tu as à dire. Alors, Angelo, si je voulais commencer, mais comment tu pourrais te résumer qui es-tu? Bon, merci d'abord pour m'avoir invité. Je suis ravi, très, très content d'être là et d'échanger avec toi, Stéphanie. Je vais te tutoyer parce qu'on se connaît déjà très, très longtemps. Euh, une très bonne amie. Donc, si je veux me dire qui est Angelo, bon, Angelo, il est un sociologue du travail. Je m'intéresse depuis toujours sur la question de travail, santé mentale, violence. Généralement, je dis aux gens que je m'intéresse pour les côtés qui n'est pas nécessairement très jojo, mais qu'il existe malheureusement, dans les buts de prévenir, dans les buts d'essayer de qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas avoir à vivre ce genre de situations, des souffrances, des problèmes de santé mentale, des violences au travail. Donc, je suis professeur titulaire au département d'organisation et ressources humaines de l'UQAM. Parfait. Merci, Angelo. Puis c'est aussi pour ça que je voulais qu'on échange sur ce côté pas jojo de ce qu'on a vécu pour pouvoir justement prévenir demain et voir ça. Attention à qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un demain qui est, on va dire, meilleur pour nous. Alors, ma question, effectivement, c'est comment peut-on rêver demain dans tout ce qu'on a vécu? Puis, je t'inviterais peut-être à répondre, qu'est-ce qu'on a vécu? Tu sais, je connais un peu ta réflexion sur qu'est-ce qui s'est passé et comment on va dire, comment tu le peux voir, comment on peut rêver aussi avec ce qu'on a vécu, avoir un demain aussi peut-être meilleur ou mieux dans notre milieu de travail. Est-ce que ça te va dans les réponses? Oui. Oui. Alors, vas-y, je te laisse. Donc, moi, je pense que on a frappé un mur. OK. Cette pandémie du COVID-19 nous amène vraiment dans une réalité où notre vie est en danger. Donc ça, c'est un événement majeur pour la vie de tout le monde euh, et ça montre notre vulnérabilité. Alors, l'être humain, pour faire face à la réalité de la vie de tous les jours, il va construire des mécanismes dont des mécanismes pour euh, ne pas penser que nous sommes vulnérables. Donc, de dire, ça ne va pas m'arriver. Moi, si je prends telle mesure, je veux pas conduire en vitesse, donc cet accident ne va pas m'arriver. Si je pense que je peux mourir à n'importe quel moment, moi, je ne me lève pas du lit, là. Donc, il y a une construction qui se fait quotidiennement pour qu'on puisse garantir ces sentiments d'invulnérabilité. Mais nous sommes tous vulnérables et la pandémie vient nous frapper exactement avec cette vulnérabilité. Donc, c'est grave, c'est un événement majeur qui nous met devant la mort, donc un traumatisme qui va nous faire réfléchir sur différents angles. Donc, par exemple, si je pense au travail, Oui. la, cette pandémie nous a beaucoup, beaucoup fait réfléchir sur c'est quoi un travail essentiel et l'importance de ce Oui. travail. Ouais. Et là, on voit, par exemple, les travaux les plus importants pour notre survie sont les travaux les moins valorisés, les moins reconnus dans la société. Donc, on a vu les préposés aux bénéficiaires dans un CHSLD, dans la santé, des infirmières, mais aussi des agents d'entretien ménager, les éboueurs, les caissières de supermarché, des gens parfois qui sont extrêmement méprisés
Donc, ici, il y a un mépris, il y a un manque de reconnaissance par rapport à l'importance de ces travaux. Oups, comment ça se fait? Hmm. Il vaut beau aller prendre un micro et dire merci, madame, dans un supermarché. Mais vous savez, beaucoup de violence envers les caissières du supermarché. Les caissières qui sont giflées, les caissières qui se font cracher dessus, qui se font harceler sexuellement par les clients. Donc, Hmm. vous comprenez, c'est une réalité. Puis les infirmières aussi, hein, je me souviens quand on échangeait, tu disais que les infirmières en milieu, tu sais, par exemple, des urgences aussi, il y a beaucoup de violence aussi hein, dans cet espace-là de l'hôpital. Nous avons toujours une tendance à penser le monde comme si c'était nous, ou que tout le monde est pareil à nous. Mais ce n'est pas vrai. Donc, une infirmière ou un préposé aux bénéficiaires, ils vont faire face à toutes sortes de monde. Par exemple, un criminel qui va aller blessé à l'hôpital, qui est menotté au lit avec un police à côté, qui regarde pour l'infirmière et dit, ma belle, si ça fait mal, mes chums viendront te chercher dans le stationnement. Oh, cette infirmière m'a dit, j'ai eu peur. Pendant 3 mois de temps, j'avais besoin d'un agent de sécurité pour y aller chercher ma voiture. Hmm. Ah ouais, hein. Quand les, Puis penses-tu que quand pendant les la gens, pandémie, il y a eu plus de violence ou je ne sais pas là, tu sais, parce que là on parle aussi, tu sais, en ce moment on a comme les dénonciations, tu sais, on voit Ubisoft, on voit le musée, tu sais, ça sort dans les journaux. Puis est-ce que penses-tu que la pandémie fait que ça exacerbe les comportements ou ça libère la parole? je pense qu'il y a deux choses qui ne peuvent pas être nécessairement associées. OK. La pandémie et la violence. Oui, ça peut exacerber la violence parce que comme les gens sont hyper stressés, comme la Mhm. vie est bouleversée, les gens vont entrer en contact, par exemple, avec une caissière du supermarché, ils vont être plus abusifs, ils vont être plus violents. OK. Euh, donc, les gens ne sont pas capables de voir qu'il y a un contexte, que ces contextes-là amènent à des interactions qui sont bouleversées, qui sont différentes de ce qu'on attendait dans la vie quotidienne, qu'on avait auparavant. Donc, il y a un problème. Il y a des violences qui sont associées à la pandémie. Mais les dénonciations sur l'Internet, elles ne sont pas d'aujourd'hui. On avait Mhm. déjà, il y a 2, 3 ans, MeToo, qui Oui. a mis en... Donc, nous avons plusieurs mouvements de dénonciation dans les médias sociaux. Or, cela nous donne une piste très importante, ok, pour les dénonciations. Euh, Ça nous donne la possibilité de comprendre que, les entreprises n'ont pas les moyens ou les procédures pour traiter les plaintes et traiter les cas de violence, que ce soit du harcèlement psychologique, racisme ou de harcèlement sexuel, sexiste, peu importe, ne sont Oui. pas préparés. Il n'y a pas de procédure pour le faire. Donc, OK. qu'est-ce que les gens vont faire? Ils vont aller dénoncer dans les médias sociaux. D'accord, parce que c'est l'espace qui va leur permettre de dénoncer ça. Absolument. Et OK. aussi, dans les contextes de la société, ces procédures sont difficiles. OK? Donc, nous avons toutes les questions avec la police qui a commencé à changer avec MeToo, mais là, présentement, nous avons toutes les questions de profilage racial, de discrimination. Donc, au départ, ces organisations vont toujours nier en disant, ah non, on n'a pas ces problèmes ici. Ça, c'est un gros problème parce qu'il n'y a aucune organisation qui est à l'abri. En même temps, Donc, Ubisoft dit qu'ils ont les procédures. oui, mais il faut savoir si ces procédures sont. Parce qu'il faut avoir une politique. Nous avons une politique. Mais si cette politique est lettre morte dans une étagère, dans un cartable quelque part, Mhm. ce n'est pas du tout une procédure euh, valable. Donc, ce Elle ne n'est pas va pas suffisant. fonctionner. Ce n'est pas Ah non, suffisant d'avoir la procédure. Donc, il faut aussi s'assurer qu'elle soit connue
Et appliqué. Absolument. Que tout le monde connaisse. Donc, j'ai investi pour en avoir là, cette procédure, pour écrire une politique, pour faire. Donc, il faut que je sois aussi, que je fasse, que je prends de l'avantage de cette procédure-là. Donc, je dois publiciser, je dois former mon personnel, je dois, et ça, c'est pas quelque chose que je fais une fois, c'est un mouvement constant, c'est un mouvement de changement dans la mentalité, dans la culture de l'organisation. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui pensent que parce que je suis chum avec les PDG ou parce que je suis brillant, parce que je suis quelqu'un d'intouchable, indispensable, je peux faire n'importe quoi, que ça va pas, ça va pas, les personnes vont oser me toucher. Mais là, tu C'est touches à faux. un enjeu de pouvoir, là, quand même. Là. Absolument. Là, tu Parce que touches à une relation de pouvoir qui fait que moi, j'ai du pouvoir sur toi. Et donc là, je peux faire, entre guillemets, un abus de pouvoir. et ce n'est pas juste un pouvoir hiérarchique, c'est un Exact. pouvoir Oui, aussi symbolique. oui. Donc, et dans les harcèlements psychologiques, sexuels, sexistes, dans le racisme, tout, il y a un rapport de pouvoir qui coexiste là-dedans. Donc, si je pense que je suis quelqu'un de très, très, très important, je peux te maltraiter, ça ne va rien m'arriver. Et là, aujourd'hui, avec toutes les dénonciations publiques, oups, vous devez comprendre que ce n'est pas vrai. Il n'y a personne d'indispensable, il n'y a personne d'intouchable. Donc, il vaut mieux bien se comporter d'une manière avec du respect envers autrui. Peu importe. En même temps, Donc, je me permets, Angelo, parce que moi, je fais beaucoup d'ateliers sur le respect, puis tout le monde est pour le respect. C'est fou. Tout le monde. Tout le monde, y compris les pas drôles. Tu sais, je veux dire, ceux qui sont pas fins, puis souvent, ils interviennent d'une façon pas drôle parce qu'ils disent que ben moi, je veux rétablir le respect. Mais c'est tellement difficile de faire comprendre aux gens l'attitude de respect à avoir. Donc, tout le monde est pour le respect, c'est juste comment je le fais vivre, ce respect. C'est là où j'ai l'impression qu'il y a un trou, il y a quelque chose qui se passe, que ça n'arrive pas. oui, parce que si vous posez la question, qu'est-ce que c'est le respect pour vous? D'après vous, c'est quoi le respect? Chaque personne va avoir une définition complètement différente un de l'autre. Ouais. Donc, d'une certaine manière, dans un groupe, dans une organisation, il faut se mettre d'accord sur voici ce qu'on appelle le respect ici dans cette organisation et voici les comportements on ne peut pas tolérer et qu'on ne va pas tolérer. Et peu importe qui, peu importe qui. Donc, si vous allez crier, si vous allez harceler, si vous allez dire des blagues qui sont plates, on peut définir dans un groupe, dans une organisation, c'est quoi le respect. Et les moments où n'importe qui va dépasser ou qui va ne pas respecter ces respects-là, là, Ce cadre, oui. nous avons une procédure disciplinaire qui va être bien claire pour tout le monde et vous allez être discipliné. Et vous pouvez perdre votre emploi. Et ça, c'est difficile quand c'est les hauts dirigeants qui font ce genre de comportement d'irrespect aussi parce qu'ils cumulent les pouvoirs, on s'entend. Et effectivement, de dénoncer ce genre de choses-là demande beaucoup, beaucoup de courage. Mais je veux vous dire quelque chose. Ils doivent être très allumés parce que un peu avant MeToo, il y avait aussi des politiciens qui ont dû se désister de leur candidature à cause des dénonciations dans les médias sociaux. Donc, votre carrière peut être très, très, très gravement brisée à cause de vos comportements. Et parce que les gens peuvent prendre, personnellement, je pense qu'il y a un danger de prendre justice dans ses propres mains et de dénoncer ça dans les médias sociaux. Je pense qu'il fallait, à mon avis, dans la société, dans les organisations, construire un mécanisme pour éviter ce type de comportement. Parce que les gens peuvent aussi avoir, il peut y avoir des gens qui vont dénoncer quelque chose qui
s'il n'était pas, maintenant, la réputation de la personne, elle est vraiment endommagée. C'est très difficile de retourner en arrière. Donc, je suis pas, mais je suis aussi d'avis que personne ne doit souffrir en silence. Donc, quand les gens voient, moi, je comprends Ouais, cette, ces comportements d'aller dénoncer. Donc, les gens doivent comprendre, les présidents, peu importe dans les hiérarchies où vous êtes, que votre carrière peut être très ouais, endommageable si vous faites de la violence, harcèlement, peu importe les types de violences, harcèlement psychologique, sexuel, racisme, discrimination, peu importe, vous pouvez tomber dans cette... Mais un autre, c'est que vous pouvez non plus fermer les yeux, être aveugle. Face à la violence, c'est il y a ça qui est beaucoup important. de gestionnaires qui vont fermer les yeux. Et c'est Pas ça, parce c'est que cette loi d'Omerta qui fait, il y a quelque chose qui se passe que ça ne me touche pas, donc ça ne me regarde pas. Or, le fait d'être témoin te touche aussi normalement. Et c'est là où il faut travailler, je pense aussi, le fait d'être témoin, si tu ne dis rien, tu consens. j'ai dit souvent que c'est comme la cigarette. C'est pas Ah, juste la personne qui fume qui va être malade. Les gens qui vont respirer la fumée vont aussi être malades. Donc, la violence, elle ne touche pas juste la personne qui est victime, mais aussi les témoins. Euh, mais retournons pour les gestionnaires. Parfois, ils vont fermer les yeux. Pas parce qu'ils sont méchants, parfois parce qu'ils n'ont pas les compétences qu'il faut. ils savent pas quoi faire. Regarde, je peux être je suis un expert, je suis quelqu'un qui a un grand leadership, je suis capable de faire des affaires merveilleuses, mais je n'ai pas de compétences dans la gestion de conflits. Hmm. Et Mintzberg va dire, il y a des statistiques qui disent que 70% du temps d'un gestionnaire, c'est régler les conflits de toutes sortes. Donc, quand je vois les conflits, la réaction que les gens vont avoir la plupart du temps, c'est juste de fermer les yeux en disant ah, ça ne me concerne pas. Ah, ça c'est un conflit de personnalité. Donc, il y a toutes sortes de mécanismes que les gens vont utiliser pour ne pas intervenir. Et ça, Ils c'est un sont, grand ouais, erreur. j'ai entendu, il y a marqué, ils sont adultes aussi pour essayer, pour gérer leurs problèmes. Non. Ça, c'est un problème organisationnel et c'est à vous de régler ces problèmes-là. Parce que ça ne touche pas juste les deux personnes. Ça touche tous les employés, ça touche votre organisation. Quand ça va devenir public, quand ces choses vont aller dans les médias sociaux, ou quand les médias vont découvrir, que quelqu'un va dénoncer dans les médias, votre organisation va écouper, il va en avoir un impact. On a vu des empires s'est écoulé complètement parce que les gens avaient eu des comportements qui n'étaient pas du tout acceptables. C'est même pas, c'est de la violence, c'est des agressions sexuelles, de harcèlement, de toutes sortes de harcèlement. Et généralement, la violence, on peut être un peu didactique et d'expliquer chacune à la fois, mais parfois, elles viennent tous ensemble. La Ouais. personne fait un harcèlement sexuel qui, après la personne exprimer son non-consentement, devient un harcèlement psychologique pour se débarrasser de la personne, mais qu'il y avait aussi une composante parce que la personne était migrante. Il y a une, une, une synergie dans toutes ces formes de violence, c'est horrible. Donc, les gens doivent comprendre que c'est à la gestion de régler ces problèmes. Et si je ne suis pas capable, parce que parfois, je peux être un excellent leader et être zéro gestionnaire. Donc, je n'ai pas les compétences dans la gestion des ressources humaines, dans la gestion de conflits. Et pour ne pas faire du dégât, moi, je dois avoir quelqu'un qui va bien me conseiller, qui va me diriger, qui va me aider à régler ces problèmes-là. Ça Ouais. peut être à l'interne, ça peut être à l'externe.
Parce que Donc, bien sinon, on voit outiller les gestionnaires dans la gestion de conflits, dans la communication interpersonnelle, dans comment écouter, que comment entendre, comment accompagner les gens dans l'équipe pour pouvoir justement s'exprimer par rapport à qu'est-ce qu'ils vivent et traiter les plaintes. et traiter les Ne, plaintes. ne pense pas que ça va partir par magie. Ça va escalader les conflits. Oui, le temps arrange les choses. J'ai beaucoup entendu ça, puis c'est pas vrai, hein? C'est un mythe, hein? C'est les pires. C'est C'est le les pire. pires ennemis. Parce que avec le temps, les conflits vont escalader et ça devient vraiment beaucoup plus complexe la gestion. Si on intervient tout de suite, quand on voit qu'il y a un petit problème, on est capable encore, avec une intervention, de faire les gens travailler ensemble. Exact. On n'est plus dans l'émotionnel intense où on n'est plus capable là, de se voir, tu sais. Pas du tout. Parce qu'à un moment donné, le conflit devient un conflit émotionnel, genre, je t'aime pas la face, moi je ferais n'importe quoi pour me débarrasser de vous. Et Et c'est peu importe ce n'importe que tu dis, quoi. ça va être non. Oui. Donc, dans ces cas-là, beaucoup plus dans déjà une voie harcèlement psychologique que une gestion du conflit. Donc, c'est malheureux de voir parfois des grandes organisations euh, par un manque vraiment de gestion simple. De laisser Et on aller, voit hein? les Ah dégâts oui. que ça se fait. Et si les organisations là veulent réfléchir sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour pouvoir avoir justement un demain qui est exempt de violence, on va dire, ou qui pourrait améliorer? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire selon toi, Angelo? Moi, je pense qu'il faut penser. Premièrement, Ouais. il faut éliminer cette idée qu'ici, nous n'avons pas les problèmes. OK. N'importe quelle Hmm. organisation, elle peut avoir des problèmes de harcèlement sexuel, racisme, tout ça. Donc, le problème, il est là. Ce n'est pas parce que j'ai les problèmes que je suis un gros méchant. Je dois réfléchir sur les contextes. Parce que c'est là le problème. Les gens essayent de changer les gens et essaient d'avoir des interventions qui sont euh, individuelles et changer l'individu. Ah, ces changements, il est très difficile, parfois même impossible. Mais on peut construire et on peut penser un contexte qui ne veut pas catalyser ce genre de comportement, qui ne veut Hmm. pas permettre ce genre de comportement. Donc, à mon avis, il faut repenser la gestion. Les OK. méthodes de gestion qu'on faisait depuis les années 90 à aujourd'hui, lean management, ces genres de façon de gérer les gens, c'est catastrophique. Ça ne fonctionne pas. On voit, par exemple, dans le système de la santé, quand, quand la pandémie a frappé, elle a frappé déjà dans un environnement qui était extrêmement euh, vulnérable, qu'il Hmm. avait énormément de problèmes. Il y avait des problèmes de pénurie de la main-d'œuvre, il y avait des problèmes dans la façon dont les gens étaient gérés, et on voit la catastrophe. Donc, il ne faut pas juste essayer de traiter les symptômes, aller à la source du problème. C'est une question de prévention primaire. Il faut regarder quelles sont les variables qui ne sont pas présentes dans notre milieu de travail. Par exemple, quand on parle de télétravail, okay? Télétravail, il existait depuis les années 90, quand j'ai fait mon premier projet de recherche. Euh, mais du jour au lendemain, beaucoup d'employeurs ont dû faire du télétravail. Ah, ces gens-là résistaient. Résistaient. Euh, Pourquoi? Parce que c'est une question de confiance. C'est une question de gestion et de pensée de comment je vois mes employés. Si je regarde avec une philosophie de gestion très taylorienne au lean management, qui va voir ses employés paresseux, qui ne veut pas travailler, qu'il faut contrôler, qu'il faut minuter, que toute chaque tâche doit en avoir des moments très précis, une façon précise de le faire, ah, je ne fais pas confiance, je ne donne pas autonomie à mes employés, je veux vraiment contrôler. Du jour au lendemain, ils n'avaient plus ce contrôle. Donc là, on voit que le travail il était fait, que les gens ont pris les choses en main, qu'il y a eu une bonne
prise du travail qui était fait. Donc, regarde, peut-être qu'il va falloir penser, c'est mieux d'en avoir plus d'autonomie, plus de responsabilités, et que les gens peuvent choisir s'ils veulent continuer à faire du télétravail ou de retourner à travailler au bureau. Et je ne pense pas Faire non un plus mix des deux, peut-être, ouais. oui, parce que ce que toute la recherche nous démontre, c'est que le télétravail euh, euh, provoque un certain isolement social, brise le soutien social. Donc, 100%, à mon avis, ce n'est pas bon. Mais on peut faire un mix et la personne, elle est capable de prendre ses décisions. Et pendant la pandémie, les gens ont pris ces décisions. Donc, il faut, à mon avis, revoir les variables organisationnelles, l'autonomie, la Ouais, charge de travail, voir les reconnaissances que nous avons au travail ou que nous d'accord. n'avons pas, euh, la cohésion du groupe. OK, ouais. Donc, s'il y a des injustices au travail, donc on peut en avoir une liste de variables qu'on pourrait regarder et pour être sûr que dans notre organisation, tout va bien. OK. On peut faire participer les gens. Quels sont les problèmes que vous en avez? Ça pourrait être Comment une première pensez question, là. Oui. que- et une autre question intéressante qu'on peut poser aux gens, comment pensez-vous nous pouvons ensemble résoudre ces problèmes? Les gens ont les solutions pour leurs problèmes, mais il faut Hmm. avoir des gestionnaires, des employeurs qui écoutent. Et ça ne suffit pas d'écouter. Il faut écouter et travailler ensemble pour les changer. Et parfois, la personne peut me dire, oui, j'ai un gros problème X. Et moi, je peux dire, écoute, de mon côté, je suis incapable de régler X au complet. Il va falloir prendre du temps. Peut-être qu'on Être peut faire plusieurs. d'autres choses. Donc, il doit y avoir un échange. Il doit y avoir une certaine bonne volonté pour avoir cette coopération. Wow. Euh, et la coopération à tous les niveaux, entre les employés, entre l'employeur et l'employé. Donc, il faut attaquer des questions importantes comme la précarité du travail. Parce que s'il y a une précarité du travail, c'est une précarisation du travail, la coopération entre les gens, c'est plus difficile. Donc, si nous avons encore la pensée du début du 20e siècle, très, très, très archaïque, que c'est divisé pour régner et qu'on ne doit pas mettre les gens ensemble parce que, bon, ça va faire du trouble, ben, si vous pensez comme ça, je pense que c'est un Mhm. peu dépassé. Et je vais juste résumer pour pouvoir justement, parce que j'aime beaucoup ça. Donc là, le chantier, on va dire, des organisations, c'est justement peut-être de prendre ce moment-là et de poser la question, est-ce qu'il y a des problèmes dans notre organisation en ce moment? Je trouve que c'est vraiment un bon momentum. Ces dénonciations pourraient permettre à d'autres organisations de réfléchir à qu'est-ce qui se passe en ce moment. Quels sont nos problèmes à nous qu'on a en ce moment? Puis j'aime beaucoup ta question, c'est comment peut-on penser à résoudre ces problèmes ensemble? Et là, justement, de se questionner peut-être comment les gestionnaires reçoivent ces informations-là et qu'est-ce qu'ils en font et puis comment on est comme, j'aime beaucoup l'idée de la coopération, de résoudre ces enjeux-là de violence qu'on a et qu'on dit pas, oh non, non, nous, on n'a rien ici, mais j'aime beaucoup d'oser regarder et de pas dire comme les autruches, non, nous, ça nous intéresse pas, on n'en a pas. Donc, d'oser vraiment regarder qu'est-ce qui se passe et d'oser poser cette question et surtout d'oser écouter les réponses. Est-ce que ça résume un peu ça de ce que tu pourrais proposer aux organisations de faire ça en ce moment, là? Oui, et dépenser une chose qui est très intéressante, c'est comme j'ai dit, peut-être nous avons les problèmes ici, nous sommes dans une philosophie beaucoup plus proactive, prévention. Parce que si j'ai les problèmes, je dois penser ensemble et regarder. Si j'arrive au bout de la ligne et je vois que nous n'avons pas de problème, on est correct, c'est bien. C'est parfait. Mais peut-être que les problèmes il existent. S'il existe, moi, je veux être proactif. Quand je dis ici, nous n'avons pas de problème, on est en train de frapper les murs.
Parce que là, il n'y a pas de pensée préventive. Pourquoi je veux penser prévention si les problèmes n'existent pas? Donc, pensez-y, problèmes de santé mentale, stress, épuisement, violence, suicide au travail, problèmes d'alcoolisme, de dépendance, des substances psychoactives, tous ces problèmes-là, OK, ils peuvent exister dans le milieu de travail. Si je ferme les yeux, c'est les plus grandes erreurs que je peux faire, Wow. à tous les J'aime. niveaux. Alors, Donc, ouais, je vais vraiment, je pense qu'on va inviter les organisations justement à ouvrir les yeux, utiliser ce moment-là, poser les questions, ouvrez pour voir s'il y a quelque chose il y a des problèmes ou pas. S'il n'y en a pas, comme tu dis, c'est tant mieux. S'il y en a, osez les regarder. Soyez courageux par rapport à ça et voir qu'est-ce que vous pourriez faire. Je pense que c'est un excellent conseil qu'on pourrait donner, qui est peut-être une tâche pas toujours évidente à faire et qui peuvent se faire accompagner effectivement. Et je trouve que ça, c'est une bonne prévention, je vais dire, pour l'avenir. oui, et il faut voir aussi une chose, c'est pas juste une question. L'organisation doit comprendre aussi que, oui, il y a une très grande souffrance de ses employés, mais elle perd énormément d'argent en fermant les yeux. Ah, j'aime ça. Oh, ça Taux va. de roulement personnel, absentéisme, prime d'assurance, l'image de l'organisation. Regarde qu'est-ce qui se passe quand les choses vont aller sur les médias sociaux. On a vu des empires s'effriter. Donc, c'est pas une question, mais si on ne comptabilise pas ça, si on ne regarde pas ces données-là, euh, on pense que tout est correct, mais ce n'est pas correct. Et l'organisation, elle nous donne aussi des symptômes de ces milieux toxiques. L'individu va nous donner des symptômes, ils vont être malades, ils vont partir. Donc, mais l'organisation, elle aussi, elle va être malade et elle va nous donner ces symptômes. Donc, il faut regarder. Il n'est- quand on est capable de fonctionner dans ce registre, c'est l'expérience. Il y en a beaucoup d'entreprises qui le font. Ils font énormément d'argent. Ils n'ont pas de problème de pénurie de la main-d'œuvre. Tout le monde veut travailler dans ces organisations. Tout le monde va bien. Et juste pour voir là, par rapport au télétravail, c'est très intéressant parce que là, il y a des gens qui disent oh, je ne veux pas retourner travailler au bureau. Ça peut aussi être une piste intéressante. Parce qu'effectivement, si le milieu de travail est toxique au bureau, je ne veux pas retourner là-bas. Je suis très correct présentement, toute seule à la maison. C'est Mais intéressant, hein? si la littérature de la sociologie du travail, de la psychologie du travail, on est correct et que le travail, les soutiens sociaux, l'identité du travail, tout ça, si les gens ont ce genre de comportement, à mon avis, c'est un symptôme qui peut-être il y a une certaine toxicité dans les milieux de travail, que je ne veux pas y retourner là-bas. Il fallait être attentif. Il ne C'est faut pas intéressant, ouais. obliger les gens à le faire. Ça J'aime doit ça. être un choix. J'aime ça poser la question finalement dans vos organisations, puis j'aime cette question-là. Alors, je vais laisser, écoute, on discuterait tellement encore longtemps avec toi, Angelo. J'aime beaucoup ça. Tu as donné beaucoup de pistes justement aux organisations pour pouvoir réfléchir dans tous les milieux, dans tous les domaines. Réfléchissez, osez, regardez, ouvrez les yeux sur qu'est-ce qui se passe. Vous allez en avoir énormément de bénéfices. Alors, on va souhaiter un demain avec moins de violence, moins de souffrance, d'accord? Que des organisations soient plus conscientes et travaillent plus au niveau systémique et dans la coopération par rapport à ça. J'aime ce message plein d'espoir. Merci beaucoup, Angelo, sur ces belles réflexions-là. Et maintenant, on va passer à l'action. Bye! Merci beaucoup.